Salut à tous et à tous. Et bienvenue sur la 3 excellente semaine à tous. Mondial 2026 éliminé en cascade les équipes africaines victimes de la mauvaise organisation du football local continental. En clair, est-ce le niveau du football africain en termes d'organisation qui nous est présenté durant donc ce mondial? Et pour ce sujet, nous avons donc Noël Bouli et Aimé Gueye. Salut à tous les deux, messieurs. Salut Magat, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Oui, ça va. Impeccable. Très bien. Les pays africains éliminés à volonté, comme on l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il en est donc l'explication sortie donc de cette élimination des nations africaines durant ce mondial 2026? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Si le sujet vous intéresse, bien évidemment, rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur donc, les nations africaines éliminées à l'issue des 16e de finale, même d'autres aussi également au niveau du premier tour. Mais si avant donc de parler des mauvais élèves de ce mondial 2026, parlons tout de même des très bons élèves. Il y en a donc deux, le Maroc et l'Égypte, commençant par le Maroc qui s'est qualifié encore une fois pour les quarts de finale, comme ça a été le cas en 2022, chers messieurs. Que le Maroc sans Saïbari arrivait quand même à pouvoir s'en sortir, parce qu'on se disait que c'était quand même leur buteur. On a vu que c'était un collectif, et le collectif portait quand même cette très belle équipe du Maroc à pouvoir s'en sortir brillamment, même si ça n'a pas été facile au départ, brillamment contre le Canada. Donc vraiment, c'est la marque, effectivement, de grandes équipes. Moi, je dirais tout simplement qu'à la suite de Noël Bouli, je dirais que le Maroc est dans la continuité de la Coupe du Monde de 2022. Quand vous voyez le Maroc jouer, le Maroc dégage une certaine sérénité dans son jeu. Elle n'est pas paniquée. Et ça s'est constaté face au Brésil, à la toute première rencontre face au Brésil, où le Maroc, à toute la première période, a littéralement dominé cette équipe brésilienne. Et en seconde période, oui. Effectivement, c'est que le match est en 90 minutes. Oui. Et en 2-3 minutes, on peut décanter une situation. Ça, c'est vrai. Débat, on le dirait, moi, je pense que c'est l'un des favoris de ce mondial. Hors pair. C'est ce qui leur manque. C'est vrai que Saïbari, il nous fait des matchs quand même assez complets, il marque quelques buts, mais ce n'est pas un buteur hors pair. Mais quand même, mais il y a eu 3-0. Non, attendez. Ça veut dire qu'il y a eu de la relève. Il y a un collectif qui est quand même assez important. Ben voilà. Vous dites que attendez, meilleur que le Canada. À un moment donné, quand ils vont rencontrer des équipes d'un autre niveau, où ce sera hyper serré, il faudra quand même le joueur qui sort de sa boîte pour faire la différence. Comme hier, avec Erling Haaland, quand ils ont joué contre le Brésil, à un moment c'était serré, et ben il a montré que c'était un joueur XXL. Et ce joueur XXL, malheureusement, le Maroc l'a pas en attaque. Voilà, c'est un collectif huilé qui peut s'en sortir dans des matchs qu'il maîtrise. N'est-ce pas qu'il y a un peu de contradiction, ce que vous dites? Pas du tout, il n'y a pas de contradiction. Vous parlez de collectif, vous parlez d'individualité. Oui, mais le collectif, dans le collectif sort une individualité. Mais deux fois, l'individuel fait que le collectif se bonifie. C'est-à-dire que quand c'est hyper serré, c'est le joueur individuel qui permet au collectif justement de faire la différence. Mais l'un dans l'autre aussi également, le collectif peut bonifier l'individualité. Le Maroc m'épate parce que le Maroc a compris ce qu'on appelle jouer un sport collectif qui est le football. Oui, mais en même temps, ils vont rencontrer la France. Ils vont rencontrer la France qui est quand même assez au-dessus intrinsèquement du Maroc. Le Maroc s'adapte. Le Maroc va s'adapter. Moi, le Maroc me convainc à plus d'un titre parce que le Maroc va crescendo. Vous voyez un peu les rencontres du Maroc? Lentement et sûrement, le Maroc monte en puissance. Et le Maroc montre à la planète foot que c'est un jeu collectif. Parce que je suis d'accord avec quand vous dites que quand c'est coincé, on fait appel à des individualités. Mais quand ces individualités sont coincées, ces individualités sont coincées, qu'est-ce qu'on fait? On a vu le cas avec la Côte d'Ivoire. Quand les joueurs de couloir, qui sont les véritables attaquants de la Côte d'Ivoire, qui marquent quand ils sont coincés face à l'Égypte, au Maroc, la Côte d'Ivoire, tactiquement, a eu des soucis. Donc, je préfère cette équipe du Maroc. Je ne vois pas un bon cru l'exemple encore ici, mon cher Megueyi. Mais pour revenir, messieurs, alors, mon cher Noël Bouli, quand on revoit encore les réalisations face au Canada, top player. C'est vrai que dans le collectif, il arrive à sortir son épingle du jeu, oui. Mais lorsqu'ils vont rencontrer des équipes dites très fortes, eh ben vous verrez que Ounahi, il aura du mal. Parce que Ounahi, on l'a quand même vu. Je veux dire, on le découvre pas. On l'a connu à Marseille. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il joue en Espagne, il s'en sort, mais il joue pas dans un club phare espagnol. Donc, à un moment donné, il faut recadrer les choses. On parle je veux bien l'euphorie que nous démontre ce matin Megueyi, mais à un moment donné, non, je suis pas euphorique, il faut quand même avoir, si vous voulez, une vision des choses. Je comprends que le Maroc représente l'Afrique et c'est une fierté. Là-dessus, on peut être d'accord. Mais à un moment donné, il y a quand même le talent. Et l'équipe de France, aujourd'hui, en tout cas,
par rapport à ce que j'ai... D'accord, il va terminer. Allons-y. Donc Noël me rejoint. Il dit, il n'y a rien à dire. Non, mais je veux dire, le Maroc est une fierté pour l'Afrique aujourd'hui. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais de là à aller dire qu'ils vont remporter le trophée, là, c'est une différence. J'ai dit et je répète que le Maroc fait partie des favoris. Parce que le Maroc est dans la constante, le Maroc est dans la régularité, le Maroc est dans sa ligne depuis Qatar 2022. Bon. Le Maroc joue avec, dégage beaucoup de sérénité. Mon cher Aimé Gueye, est-ce que là, finalement, on ne peut pas se dire, malheureusement pour le Maroc, ça joue la France en quart de finale? Non, je ne dirais pas ça. Heureusement que les Français et les Marocains se sont rencontrés au Qatar 2022, où, sur le fil, la France a battu le Maroc. Donc, ça veut dire que les deux équipes se connaissent déjà. Donc, c'est la belle. C'est la belle. Cette fois-ci, c'est en quart de finale, ce n'est pas demi-finale. C'est la belle. Donc, à mon avis, le Maroc a son mot à dire. Très bien, d'accord. Les dés sont jetés, les pronostics sont annoncés. On verra bien pour Aimé Gueye, le Maroc, le grandissime favori de l'opposition face à la France. Pas grandissime, un des favoris. Alors, mais... Il rectifie, il rectifie. Bon, d'accord, très bien. Non, je dis pas... On prend note. J'ai dit un des favoris, pas grandissime. Mais on prend note, on prend note. Face à la France. Pour que vous soyez favori, il va falloir donc éliminer la France d'abord. Ah bah il faut... Comme vous l'avez ratifié, c'est déjà très bien. Alors, on parlait des bons élèves, hormis le Maroc également, il y a aussi l'Égypte qui nous a fait honneur, chers messieurs. Même si l'Égypte est tombée sur une équipe australienne, bon, voilà... Non, mais non, faut pas dire ça, Maguette. Faut pas sous-estimer... J'ai pas terminé, mon cher. D'accord, pardon. Allez-y, alors terminez. C'est vrai que face à l'Australie, c'est pas quand même les grandes équipes du monde. Mais attention, tactiquement, côté égyptien, ça joue bien. Bah, disons que c'est discipliné. Voilà. Disons que c'est hyper discipliné et puis c'est solide. D'accord, c'est discipliné et c'est solide. Et face à une équipe comme l'Australie, bon, avec tout le respect que je leur dois, ils étaient quand même meilleurs parce qu'en leur sein, ils ont encore une fois des joueurs quand même d'un autre niveau qui, à un moment donné, quand c'est coincé, ils peuvent faire... Mais peut-être dans la continuité de Qatar 2022. Mais l'Égypte n'a pas cette culture de participation aux Coupes du Monde. L'Égypte, on la découvre avec beaucoup de... C'est la bonne pioche. Je veux dire, l'Égypte, c'est la bonne pioche parce que l'Égypte, il y a quand même une base. L'Égypte et le Maroc, il y a une base. La base, c'est quoi? C'est l'organisation impeccable du football local. On en parlait là, parce que c'est le fil rouge de ces temps d'antenne. L'Égypte et le Maroc, c'est pas du hasard. L'Égypte et le Maroc reposent sur des piliers fondamentaux. L'Égypte et le Maroc, c'est le véritable vivier du football africain, parce qu'il y a une très belle organisation à la base. Donc, pour vous rejoindre, chers messieurs, on peut parler donc d'équipe homogène de la part de cette formation égyptienne. Quand on voit la structure défensive, le milieu de terrain et l'attaque aussi également. C'est vrai, quand vous réveillez un joueur, enfin je veux dire un supporter partout dans le monde, peut-être en Ouzbékistan ou au Guatemala, tout de suite c'est Mohamed Salah qu'il connaît. Mais c'est une bonne équipe égyptienne. Ah oui, c'est un ensemble assez solide. C'est pour ça que je parlais de solidité et je parlais de structure d'équipe. Donc derrière tout ça, effectivement, il y a la tête de Mohamed Salah qui dépasse un peu. Mais force est de constater quand même que Mohamed Salah, cette année, c'est pas quand même le Mohamed Salah qu'on a connu. Mais son nom fait toujours peur. À l'énoncer, ça fait toujours peur. On se dit, attention, ce monsieur-là, il peut se réveiller à tout moment. Donc oui, forcément, le nom de Mohamed Salah est quand même celui qui dépasse un petit peu toutes les têtes égyptiennes. D'accord, très bien. Alors, le rêve américain continue pour les pharaons égyptiens et pour les Marocains aussi également. Donc, ce sont donc les deux beaux élèves sur les 10 nations qualifiées au niveau donc, africain. Donc, tout de même, s'il y a des bons, c'est qu'il y a des mauvais élèves. Et parmi eux, voilà, c'est tout la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RD Congo, l'Afrique du Sud, le Ghana. Et j'en passe, cher monsieur. Alors, la question a éliminé donc en cascade les équipes africaines victimes de la mauvaise organisation du football local continental. C'est la question centrale du débat. Et nous vous écoutons, mon cher Noël Bouli. Bah écoutez, moi je dis que non, je dis que non, tout simplement parce que j'estime que ça n'a rien à voir avec l'organisation. C'est vrai qu'on peut s'arrêter sur l'organisation, mais en l'occurrence, sur ce cas précis, ça n'a rien à voir avec l'organisation. Donc j'aurai le temps de développer cette idée tout à l'heure. Je dirais oui, parce que quand je regarde dans le rétroviseur, mon cher Magath, oui, dans le vintage, je me rappelle de la génération 92 qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Cette génération 92... Parlons de quelle équipe? La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, je pars de là pour arriver au Maroc. Allons-y. En 92, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était à 90% Africa Sport d'Abidjan, à Sec Mimosa. Donc il y avait une base, un vivier solide sur le plan local.
Et on s'est appuyé dessus avec un entraîneur local qui connaît bien l'environnement du football ivoirien. Et à partir de là, c'est allé vite. La preuve, cette équipe n'a pas encaissé jusqu'à la finale. Et quand je reviens au Maroc, oui, le Maroc et l'Égypte, comme je l'ai dit, ce sont deux nations qui ont des structures et des infrastructures et des organisations. Leur fédération est bien structurée. Ce sont deux nations qui ont des grandes équipes qui remportent régulièrement la Ligue des Champions. Et pendant longtemps, l'Égypte s'est appuyée sur Al-Ali pour constituer son équipe nationale. D'où cette fluidité tactique dans l'équipe de l'Égypte. C'est le cas du Maroc, même si aujourd'hui, dans les années 2026 et 2025, la plupart des joueurs viennent de l'Europe. Mais je veux dire, il y a une base locale qui est bien structurée et ça influe positivement sur l'équipe nationale. Et c'est ce qui fait que le Maroc et l'Égypte avancent bien en Coupe du Monde. Absolument. Voici ses premiers raisonnements. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas... Enfin, je veux dire, ce qu'il dit, il y a quand même pas mal de contradictions. La première contradiction, s'il s'appuie sur le football local, parce qu'apparemment c'est ça, hein, son idée directrice, s'il s'appuie sur le football local pour pouvoir défendre le fait d'avoir le Maroc et l'Égypte là, j'ai envie de dire, mais et l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud aussi, a des équipes qu'elle place, j'ai envie de dire, dans les derniers tiers des compétitions africaines. Donc, toute la thèse de M. Emegei, qu'il a bien préparé, j'en suis certain, mais toute la thèse se déconstruit. Donc, non, je crois qu'il faut rester un petit peu sérieux dans ce qu'on dit. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. C'est une discussion qu'on peut avoir en d'autres temps. Mais en l'occurrence, pour la question aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Alors, si c'est non, c'est quoi alors? Alors, pardon, j'arrive, monsieur Bagat. Vous êtes pressé, mon vieux. Attendez, j'arrive. Non, moi, j'estime que l'élimination est due à quatre choses. D'abord, le manque de réalisme offensif, parce que ça, il faut le dire. La mauvaise gestion des temps faibles. Je parle des équipes, bien sûr. La mauvaise gestion des temps faibles. Et puis, des erreurs, des choix et des erreurs tactiques. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, un manque d'expérience au plus haut niveau. Un manque d'expérience au plus haut niveau, pour ne pas dire dans les phases à élimination directe. Donc, voilà les quatre axes qui, pour moi, doivent être travaillés justement pour qu'à un moment donné, on puisse franchir ce palier. Parce que n'oubliez pas, on a quand même les équipes, il y a eu sur 10 équipes africaines, il y en a quand même 9 qui ont franchi le cap du deuxième tour. Ce qui est quand même assez encourageant. Maintenant, il leur manque encore tous ces détails que je viens d'énumérer. Deuxième tour, ça attend en 16e de finale, hein, pour une nation 48. Oui, mais c'est considéré dans la nouvelle formule comme un deuxième tour. Magat, on ne va pas non plus faire de la sémantique, c'est considéré comme dans la nouvelle formule le deuxième tour. Donc, il y a 9 équipes sur 10 qui ont quand même franchi ce cap des deuxième tours, qui est quand même assez considérable. Mais il y a encore des éléments qui nous manquent, et lorsqu'on va pouvoir les franchir, on pourra effectivement aller un peu plus loin. Mais ça n'a rien à voir avec l'organisation, soit locale ou continentale. Je comprends bien Noël Boli, son raisonnement. Hein. Noël Boli a trop duré en Occident, donc il est un peu déconnecté du football africain. Dites à Noël Boli... C'est qu'il dit là, tout à fait raison, c'est également. Dites à Noël Boli... Oui. Dites à Noël Boli... D'accord. Il est là, Noël Boli, allons-y. Vous pouvez le lui dire. Oui, monsieur Noël Boli, allons-y. Vous avez trop duré en Occident. Voilà. Vous êtes déconnecté du football local en Afrique. En Afrique, nous, en Côte d'Ivoire et en Afrique, et quand je prends l'exemple de l'Égypte et du Maroc, ce sont deux nations hyper organisées au niveau de leurs différentes équipes. On a vu le WAC remporter plusieurs trophées. On a vu Al-Ali, qui est la meilleure équipe au niveau des trophées africains, notamment la Ligue des Champions. Et pendant longtemps, l'Égypte s'est appuyée sur Al-Ali pour constituer son vivier au niveau de l'équipe nationale. Et ça a été le cas au niveau du Maroc. C'est aujourd'hui, dans les 2 dernières années, qu'on fait appel aux internationaux. Oui, il faut s'appuyer sur le foot parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, dites à Noël Boli, il vient d'arriver, je lui souhaite la bonne arrivée. Mais chez nous, en Afrique, on s'appuie sur des équipes locales, sur des clubs forts. Et je vais lui rafraîchir encore la mémoire à Noël Boli. Pendant longtemps, Vicente Del Box s'est appuyé sur le Real et le FC Barcelone pour constituer le tiki-taka qui a fait rêver toute l'Europe, M. Noël Boli. D'accord, très bien. Alors, ça doit partir dans tous les sens. Déjà, les premières contradictions. Quand vous dites que c'est au niveau de la structure et tout, vous parlez de quelle structure en tant que telle? Vous avez parlé de la structure organisationnelle au niveau des équipes? Non, je parle de la structure d'équipe, c'est-à-dire que c'est les choix des hommes. C'est le choix des hommes, ce n'est pas le choix de la structure en tant qu'identité. D'accord, donc c'est pas l'organisation. C'est le choix des hommes. Très bien. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une équipe, il faut quand même créer ce qu'on appelle la complémentarité. C'est le choix des hommes. Donc ça fait partie aussi de l'expérience de l'entraîneur. Mais un entraîneur
si j'ai envie de prendre le tien, enfin le nôtre, qui est Emers Faé, qui est un entraîneur jeune, ce qu'il a fait n'est quand même pas mal. Même si, effectivement, il y a quelques ouvertures de critiques, parce que la critique fait avancer le schmilblick, mais à un moment donné, ce qu'il a fait n'est pas mal. C'est la structure de l'entraîneur, c'est la structure de l'équipe. À côté de ça, il faut de l'expérience. Il faut l'expérience, il faut le réalisme offensif. On ne va pas inventer des choses. Moi, je veux bien, pour ne pas dire, on a remporté 2 fois la CAN, sans forcément avoir eu besoin des joueurs faisant partie intégrante d'une équipe. Pardon. Vous avez parlé, on vous a rien dit. Vous avez parlé, on vous a rien dit. Qui font partie intégrante des équipes locomotives. Je peux comprendre ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, sa thèse de ce qu'il dit n'est pas valable ici en Afrique, parce qu'il y a quelques bons joueurs locaux. Mais s'il n'y a pas des joueurs locaux, eh ben, on s'appuie essentiellement sur des joueurs extérieurs. Donc, ce que Aimé Gueye dit, moi, je veux bien le comprendre, je veux bien lui donner ce crédit-là, mais ce qu'il dit, encore une fois, est déconstruit par la thèse du fait que nous, ici en Côte d'Ivoire, on a remporté 2 CAN, et non pas par les joueurs soit de la SEC d'Abidjan ou de l'Africa Sport ou je ne sais quelle autre équipe. En 92, donc, monsieur, oui, mais c'était en 92, monsieur. Il y a 92, monsieur, je ne sais plus combien de temps il y a, monsieur. Noël Boli, on se calme, Aimé Gueye, on se calme aussi également. Alors, là où il a peut-être un peu raison, Aimé Gueye, rapidement, avant d'ailleurs de... Vous savez, on étreint son adversaire avant de l'étouffer, avant d'en venir à lui également. Mais là où il a un peu raison, quand on prend l'équipe égyptienne en 16e de finale face à l'Australie, c'est Achou, qui est donc du national du Caire également, voilà, qui marque ce but-là. Là où il a peut-être raison, c'est que quand on prend l'équipe égyptienne, c'est quoi 70% des joueurs volant donc dans le championnat local. Le Maroc, peut-être 50% aussi également. Aujourd'hui, bon, voilà, nous, on fait appel à des internationaux. C'est vrai qu'on a gagné la CAN, comme vous le disiez, avec beaucoup d'internationaux par moment, en 2015 et en 2023. Mais, force est de le reconnaître que vraiment, au niveau de la structure organisationnelle de nos championnats sur le continent africain, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Ah oui ? Il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, on peut porter un regard là-dessus. On peut porter un vrai regard là-dessus. Mais le football nous démontre que cette thèse n'est pas une obligation absolue. Ça peut être une option, mais c'est pas... D'accord. Ça peut être une option, mais c'est pas une obligation absolue. Là où Aimé Gueye se trompe, il a l'impression que c'est une obligation absolue. Je lui dis, ça peut être une option, mais pas une obligation absolue. C'est là la nuance. Il a raison aussi également. Quand j'écoute Noël Boli, mais c'est un véritable binational, ce monsieur. Noël Boli, il a... Oui, parce que pendant longtemps, mon cher Magat, Noël Boli, les binationaux, les pays africains ont compté sur les binationaux et c'était des véritables bides. Les binationaux. C'est pour ça que je dis... Mais s'il y a des mauvais choix, parce qu'on peut être binational, mais il peut y avoir des mauvais choix des hommes. L'équipe nationale de France que vous voyez, mais la France est un vivier de formation. En Europe, la France s'est appuyée sur ces équipes qui forment en France. Et aujourd'hui, les équipes, ils sont partis de la France pour aller dans les équipes à l'extérieur. Et la France récolte ses meilleurs joueurs parce qu'ils ont été tous formés en France. Voilà le résultat de la France. C'est là votre argument, le point saillant de votre argument. Oui, absolument. La formation sur le plan local, ça paye toujours. Parce que quand on veut compter sur les binationaux, ils sont à cheval sur 2 nationalités. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je le dis et je le répète, je suis un amoureux de l'organisation locale de notre football. Je suis un amoureux de la professionnalisation de notre football local. Mais monsieur Aimé Gueye, on peut le comprendre. Très bien. Vous aurez la parole tout à l'heure, Noël Boli. Vous aurez la parole, si vous voulez. Non, parce que j'allais encore déconstruire sa thèse. J'allais encore déconstruire sa thèse. Il est trop dans la passion. Je comprends sa passion. C'est un homme passionné, Aimé Gueye. Monsieur Noël Boli, je ne suis pas passionné. Ne tient pas même sur un arbre qui a moitié déraciné. Je vous comprends parce que vous avez trop vécu en Occident. Vous êtes déconnecté de Paris. Vous ne pouvez pas remettre cela à tout bout de champ, mon cher. C'est une richesse, Aimé Gueye. Absolument, absolument. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez les tchatcheurs du mondial, le débat du jour, c'est concernant donc les nations africaines qui étaient donc présentes au mondial 2026, dont certaines sont éliminées de manière, on va dire, incroyable. Alors, ces éliminations est-ce qu'on peut parler de ce que les nations africaines sont victimes, effectivement, de l'inorganisation de nos différents championnats? Oui, c'est oui pour Aimé Gueye et c'est non pour Noël Boli. Le téléphone sera ouvert dans exactement 5 minutes, chers messieurs. Alors, ce qu'il dit également, c'est pas faux, mon cher. On parle des carences organisationnelles, on parle effectivement de manque de structure. Quand on voit les différents championnats au niveau du continent africain, ça laisse à désirer. Bien sûr. Maintenant, là où peut-être vous avez raison, c'est que l'exemple le plus parlant aussi également, c'est l'Afrique du Sud, avec Mambré Descendants, Orlando Pirates, qui sont demi-finalistes des compétitions africaines, mais qui sont sortis aussi également. Mais là aussi également, c'est là peut-être moi je le rejoins, on voit aussi également la structure
autour de l'équipe sud-africaine, pardon, c'est là que je vous rejoins effectivement sur ça, c'est que quand on voit comment l'entraîneur Hugo Broos fait ses classements aussi également, oui, on peut dire que bon, là, l'Afrique du Sud est passée complètement à côté. Et c'est là, peut-être, vous avez un peu raison sur la structure organisationnelle, surtout au niveau du staff technique. Oui, enfin, moi, je veux dire, ça, c'est les hommes. Après, c'est les choix qu'on fait. Mais les choix font partie des hommes. Non, mais je veux dire, c'est les choix des joueurs qu'on met dans son équipe. Et ça, c'est pas forcément une organisation, j'ai envie de dire, locale ou continentale. Non, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Ce que vous dites là, ce qu'il dit, c'est un autre débat. Ne faudra pas qu'il a joint ce débat-là à la question qui a été posée. La question qui a été posée, c'est est-ce que les équipes africaines, justement, sont sorties de ce mondial parce qu'au niveau organisationnel, elles n'ont pas réussi un certain nombre de choses. Je dis non, ça n'a rien à voir. Même si, effectivement, au niveau organisationnel, par ailleurs, on peut jeter un regard là-dessus et on peut forcément mieux faire, voire beaucoup mieux faire, mais sur le cas en l'espèce, ça n'a rien à voir. Et c'est là que Aimé Gueye n'a peut-être pas capté la subtilité de la question. Et donc, j'essaie de lui apporter toute la lumière qu'il ne veut pas malheureusement comprendre. Mais bon, je suis sûr, comme c'est un homme brillant, il finira par comprendre et il finira par me rejoindre. On va s'arrêter à ça. Là, vous avez... J'ai rien dit, là. Oui, non. J'étais dans mon intro. Non, exactement. Vous avez donné une occasion de poser cette question. On va revenir à ça. Là où il a raison, mon cher Aimé Gueye, ou le Noël Boli a tout à fait raison. Quand on regarde l'équipe de la Côte d'Ivoire, 86e minute, vers la fin, la structure s'est effritée aussi également. Le Ghana, même si elle a encaissé plus vite, on a vu une équipe de la RD Congo qui a encaissé dans... Mais c'est fini. Laissez-moi finir. Il y a une question globale. Mais vous l'avez déjà dit, mais finissez encore. La question globale est de savoir, est-ce que les équipes africaines pêchent parce que sur le plan local, ils ne sont pas bien organisés? C'est bien ça la question. Parce qu'on parle de l'élimination en cascade. On parle de l'élimination en cascade, oui, attention. L'élimination, j'ai dit que l'élimination en cascade est due aussi au fait que sur le plan local, dans la plupart des pays qui sont éliminés, le football local n'est pas bien professionnalisé. Je le dis et je le répète. Parce que quand on s'abuse sur des bases locales, ça donne les résultats que ça donne. C'est vrai que c'est sur le plan africain, c'est pas sur le plan mondial. Sur le plan africain, je le dis et je le répète. Pourquoi l'Égypte est le pays le plus titré d'Afrique? Parce que l'Égypte a des clubs forts. Titré d'Afrique au niveau de la CAN, il faut le préciser. Au niveau de ce que j'ai dit. Au niveau de la CAN. L'Égypte a des pays... Monsieur Aimé Gueye, on parle quand même de la Coupe du Monde. On n'est pas en train de parler de la CAN. On a fait une démonstration, s'il vous plaît. Mais le aussi dans sa phrase me dérange. Le aussi dans ma... Mais Aimé Gueye, le aussi dans votre phrase me dérange. Je prends l'exemple de jeune El Kaabi. On vous laisse le temps de rectifier. Je prends l'exemple de El Kaabi du Maroc. Lui, on l'a connu ici. Au niveau de la francophonie. Oui. Il a brillé ici face à la Côte d'Ivoire en finale. Et il est parti crescendo. Il a tutoyé les sommets des clubs européens aujourd'hui. C'était un des maillons forts de l'équipe du Maroc. Est-ce que vous comprenez? Maillon fort, mais il jouait match 2, hein, mon cher. Mais il est souvent dans le 11 de départ. Quand il prend le cas de El Kaabi. Donc je dis et je répète, je suis un fanat de la professionnalisation, de la bonne organisation du football local. Mais ça, c'est un autre domaine. Sur l'équipe nationale. D'accord, on vous a compris, mon cher Aimé Gueye. Mondial 2026 a éliminé en cascade les équipes africaines victimes de la mauvaise organisation du football local continental. On parle donc effectivement de l'organisation du football africain au niveau de nos différentes fédérations. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous êtes pour Aimé Gueye, lui, il pense que oui, hein, c'est parce que nos championnats ne sont pas bien organisés, l'ami Dalout également, que ces résultats sont arrivés au niveau donc, du mondial. Mais pour Noël Boli, ce n'est pas cela seulement que le problème, seulement que oui, il y a la structure également qui n'est pas bien organisée. Et là où vous avez peut-être raison, bon, l'ami Aimé Gueye a botté en touche tout à l'heure la question. Donc vous dites par exemple que oui, ça s'est joué à peu de choses. Oui, le manque de réalisme, j'ai évoqué le manque de réalisme, la mauvaise gestion des temps faibles, parce qu'il faut le dire aussi, un manque criant d'expérience concernant lorsqu'on arrive dans des parties, dans les matchs à élimination directe. Ça, il y a un manque d'expérience. Et ça, c'est pas dû à l'organisation de nos structures locales ou alors continentales. Mais ça peut se rejoindre. Mais ça n'a rien à voir. Si les autres pays africains, on peut être bien structuré, mais si on a un manque d'expérience criant à ce niveau mondial, eh ben,
tout l'édifice s'écroule. Dites à Noël Boli, Tout l'édifice s'écroule. la Norvège, Aimé Gaï, on se calme. Vous avez parlé, Noël on vous Boli. écoute parler. Non, ce que je veux dire... de vous retirer la parole momentanément, si vous le permettez. Je vous en prie. Mais oui, mais quand Aimé Gaï parle, on laisse développer pendant 10 Vous n'allez heures. pas vous Moi, quand victimiser, je parle 10 secondes, on me mon cher Noël Boli. C'est parce que nous avons un appel. Ensuite, Non, après, je comprends bien, ce je sera à vous comprends pour la suite de bien, je vos comprends bien. arguments. Direction Allez-y. pour prendre l'avis de messieurs Armand François. Vous êtes un Français, hein, parce que Armand François, bon, il n'y a pas de nom de famille africain. A-M-A-N. Ah, d'accord, ok. Amlan. A-M-A-N. Voilà. Très bien. Voilà, exactement, Bonjour, notre ami Madame. de Port-Bénin. Nous vous écoutons sur la question. Hein. Alors, Ouais, je salue le plateau. Bon, Salut. les Bonjour. Africains, on dit on n'apprend pas de nos leçons. Parce Oui. que la Coupe du Monde se prépare depuis quand l'audition qui est là finit, il faut préparer la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que nous, les Africains, on prépare la Coupe du Monde? Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Parce qu'une équipe qui va en Coupe du Monde, c'est où elle veut arriver, elle prépare son équipe pour arriver très loin. Où est nos entraîneurs là? Il y a des choix, il y a de mauvais choix. Ce sont ces choix-là qui ont fait que nous sommes éliminés à cascade. Comment est-ce qu'on va à la Coupe du Monde? Un joueur, quand on sait, je parle de la Côte d'Ivoire, mon pays, un joueur qui est blessé, on sait que ce joueur-là ne pourra même pas jouer la Coupe du Monde, on le fait partie. Un jeune joueur du milieu du terrain qui peut aider les autres joueurs, comme Diagon Parfait, il ne joue aucun match. Vous voulez gérer les matchs comment? Et on misait à Hollande pendant 84 minutes, et à 85e minute ou 86e minute, on encaisse ce but-là. Est-ce que l'entraîneur tire les leçons du passé? Non, il ne tire pas les leçons. Le Sénégal, on arrive à la Coupe du Monde, c'est là qu'ils vont régler le problème d'entraîneur, comment ils vont régulariser le salaire de l'entraîneur. Oui. Tout ça là, ça peut mélanger le groupe. Donc il faut que l'Afrique commence à s'améliorer en préparant la Coupe du Monde 1 an, 2 ans avant. Et de manière, c'est-à-dire un grand staff pour préparer le mental de nos joueurs pour qu'on puisse aller loin à la Coupe du Monde. Si on veut improviser à quelques semaines de la Coupe du Monde, on ne pourra pas aller loin dans les compétitions futures. C'est que M. Noël Boli essaie de faire comprendre à tout le monde. Tu peux avoir un bon championnat, des bons viviers sur le plan local, mais si il n'y a pas un bon staff pour bien organiser la Coupe du Monde, on ne pourra pas arriver loin. très bien. Merci à vous, mon cher Armand François. C'est votre avis, effectivement. Et on le respecte pour vous. Il faut donc, évidemment, se prendre trop tôt pour organiser effectivement la Coupe du Monde et pas quelques semaines aussi également. Je pense que bon, les nations africaines se sont évidemment bien préparées pour le mondial. Bon, voilà, en somme, ça n'a pas donné de résultat escompté. Oui, allons-y avec vous, avec la suite. Non, mais moi, je disais que... Parce qu'il faut quand même qu'on soit sérieux dans les arguments qu'on avance. Oui. Moi, je dis la mauvaise gestion des temps faibles. Ça, c'est un travail d'entraînement, c'est un travail qui se gère, c'est un travail qui s'inculque. Donc ça n'a rien à voir... Comment se fait-il que 4 à 5 nations africaines peuvent encaisser des buts au même moment et tout ça? Bon, voilà, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RD Congo et tout ça, mais... Répétitif. Alors, non, c'est pas répétitif. Oui. Alors, je vais vous donner je vais vous situer dans une chose. Dans un édito que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, je pense que vous l'avez peut-être lu, Oui. mais vous avez oublié peut-être de me féliciter. Moi, j'ai mis en avant, c'est vrai, ça peut paraître prétentieux, mais c'est la vérité. Ouais. J'ai mis en avant la prétention des clubs, des sélections africaines. Ça veut dire quoi, la prétention des sélections africaines? Dites-nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a des choix à faire, des choix, j'ai envie de dire, les plus simples, mais on pense toujours qu'on peut gagner les matchs, alors qu'on n'est peut-être pas dimensionné pour ça. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, parce que c'est quand même mon pays, et du Sénégal. On a fait 1-0 contre l'Équateur, on a perdu contre l'Allemagne. Mais contre l'Allemagne, peut-être ce qu'il aurait fallu faire, j'ai dit bien peut-être, parce que je ne suis pas entraîneur et je respecte les gens qui le sont. Peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'était de maintenir le 1-1, ça nous aurait qualifiés, et à ce moment-là, on aurait peut-être reposé tous nos joueurs pour le match contre le Curaçao et revenir très frais contre la Norvège. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'était un manque. Bon, pour moi, c'est une forme de prétention parce qu'on croyait qu'on pouvait gagner l'Allemagne. Ça n'a rien à voir avec la structure organisationnelle, soit locale ou continentale. Pareil pour le Sénégal. À 2-0, qu'est-ce que le coach sénégalais fait? Il sort ses meilleurs joueurs au milieu de terrain pour les remplacer parce que dans son esprit, il croyait qu'il maîtrisait le match. Et là, patatrac, il se fait rejoindre, il se fait dépasser. Donc, encore une fois, prétention du sélectionneur. Donc voilà, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec l'organisation, ce sont les choix tactiques, c'est la vision du match, c'est qu'est-ce que je fais au bon moment, est-ce que je peux me contenter de ça, garder mes meilleurs joueurs, ou alors je peux les faire reposer pour un prochain match. Donc tout ça fait que on perd des matchs, on perd des matchs et on ne va pas, on se qualifie pas pour les compétitions, pour les huitièmes de finale. Mais sinon,
à côté de ça, on a fait quand même jeu égal. Et puis, pour revenir rapidement à ce que Aimé Gueye dit, En 10 secondes, par parce que nous avons un appelant. aux binationaux, Oui. quand vous voyez l'équipe nationale de Bon, Côte les d'Ivoire... binationaux, là, on parlait d'autre chose. Après, on aura le temps de revenir là-dessus. Le temps de D'accord, prendre ok. l'avis de M. Mouillon. Non, c'était pour le contredire par rapport à la formation des joueurs français. Oui, je pensais que c'était dans la même veine que vous parlez de la prétention, mais on parle des binationaux, c'est Oui, d'accord. un autre sujet maintenant. Monsieur Mouillon, Jean-Claude est au bout de la ligne depuis Daloa. Nous vous écoutons, mon cher ami. Bonjour, mon frère Magat, bonjour au tchatcheur. Bonjour. Vous êtes salué. Non. Allons-y, mon cher Mouillon. Alors, sur la question, les équipes africaines victimes de la mauvaise organisation du football local continental? Je dis non. Non, pourquoi non? Parce que je suis d'accord avec mon frère Noël Boli. D'accord. Parce que là, on a vu 10 représentants africains. Et il y a 9 qui sont au deuxième tour. C'est quand même la moyenne. Mais il faut dire que les équipes africaines là, ont été éliminées, n'ont pas été laminées par leur adversaire. 5 à 0, 6 à 0. Il y a eu, c'est un combat. On a lutté. Et c'est dans les dernières minutes. Donc, ce n'est pas un problème d'organisation, mais c'est un problème de gestion. Donc, faisons confiance aux pays africains. Sur 10, il y a 9 qui sont au deuxième tour. Mais c'est à saluer. Les équipes africaines n'ont pas été laminées. Très bien. On a vraiment, voilà, n'ont pas été laminés. On ne peut pas gagner 5 à 0, 6 à 0. Mais ils ont lutté pour nous battre. Donc, nous allons revoir pour dire que dans les dernières minutes, on n'a pas pu gérer, on ne doit pas la gérer. Donc, elles sont vraiment fortes. J'ai dit non, je suis d'accord avec Noël Boli. Merci donc, à vous, mon cher Mouillon. Magata, Oui. comme donc, le Brésil aussi est éliminé là, c'est aussi une mauvaise organisation. C'est la question que je pose. Voilà. Merci à vous, mon cher Mouillon Jean-Claude, depuis Daloa. 27 21 59 93 99. Alors, il me permet de vous poser une question, mon cher Meguei. Ça s'est joué un peu. Voyez-vous, comme il a dit aussi également, si vous vous arrivez à qualifier 9 équipes sur les 10 en demi-finale, et vous encaissez le but à la 86e minute de jeu, on ne va pas parler d'organisation. Voici le problème des pays africains. C'est quoi? Notamment au sud du Sahara. On se contente du mini-fretin. On était 10 au départ, il y a 9 qui sont allés au deuxième tour. Mais c'est parce qu'il y a 48 équipes. Sinon, en temps normal, là, la vraie valeur de ces équipes qui s'est qualifiées, Vous voulez relativiser maintenant la qualification des pays africains pour la 16e finale? Je vais dire, oui. On se contente du mini-frit. Et malheureusement, tant qu'on est dans ce schéma-là, on ne va pas évoluer. Vous voyez? Oui, on a perdu, on a tombé les armes à la main. L'éternel, comment on appelle ces réponses des pays africains? Oui, on a joué, on a tombé les armes à la main. Mais pourquoi on se contente du peu? Alors qu'on peut perdre plus. Voilà le gros problème. Tout à l'heure, il a parlé d'expérience. Il a parlé d'expérience des pays africains. Mais M. Noël Bourdieu regarde tout dans les yeux. La Norvège n'a pas plus d'expérience que le Brésil en compétition mondiale, notamment en Coupe du Monde. La Norvège est trop petite devant le Brésil. Le Brésil, c'est 23 participations sur 23. Le Brésil, c'est 5 Coupes du Monde. Mais hier, la Norvège, comme je regarde droit dans les yeux, a regardé droit dans les yeux du Brésil et a battu le Brésil. Ce n'est pas une question d'expérience. Non, c'est le football local qui a permis à la de battre le Brésil. Quand il parle d'expérience, mais attends, c'est 11 joueurs sur 11 sur l'aire de jeu. Monsieur Meguei, vous savez très bien que l'expérience est quand même un élément déterminant dans le football de haut niveau. Qu'est-ce qui a fait la différence hier? Non, mais attendez, mais si vous ne savez pas que ce mot expérience est un élément déterminant dans le football de haut niveau, pardonnez, mais je commence à avoir des doutes quand même sur la Norvège. L'expérience, à un moment donné, ça fait quand même la différence, oui, monsieur Meguei. La Norvège, hier, le Brésil, c'est l'exemple Non, palpable. mais écoutez, alors ça peut être l'objet d'un autre débat, je peux encore vous l'expliquer. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Nous avons un autre appelant, le temps de revenir à vous, messieurs, pour prendre l'avis de la suite de vos arguments. Direction Zouaounien, j'espère que vous prononcez bien, pour prendre l'avis de monsieur Kone Mohamed. Nous vous écoutons, cher ami. Salut à vous, soyez les bienvenus. Oui, bonjour. Allons-y avec la question. Les équipes africaines victimes de la mauvaise organisation du football local au niveau du continent africain? Non. C'est quoi alors? Dites-nous. Bon, moi, ma vision, c'est que on a des bonnes équipes au pays. On peut essayer d'affronter n'importe quelle équipe en face. Mais l'erreur, souvent, ça arrive. Même dans les grandes équipes aussi, souvent, ça arrive. Quand on regarde des championnats, on voit souvent l'équipe peut gagner telle équipe, mais souvent aussi, le reste, si ça arrive, ça arrive. Donc, l'Afrique est bien placée pour aller sur le mondial.
Très bien. Merci à vous, mon cher Koné Mohamed, depuis Jean-Ouyen. Mon cher Noël Boli, c'est vous qui avez la parole maintenant. Quand on parle des carences organisationnelles au niveau du football local, l'exemple le plus palpable, c'est le côté du Sénégal. Le sélectionneur qui part en plein mondial sans aucun contrat, il va être prolongé, va pas être prolongé. Est-ce que sa tête est mise à prix après donc, le mondial et tout ça? Donc l'un mis dans l'autre, le Sénégal était vraiment... Vous avez vu comment ça s'est passé, hein? Les 2 premiers matchs, c'était fiasco total. Maintenant qu'on lui a donné une assurance, une garantie et tout ça, bon voilà, il a gagné le 3e match, il s'est qualifié pour la suite. Donc vous pensez qu'on peut faire du cause à effet? Donc vous, dans la réflexion que vous menez... C'est ça. Vous ne pensez pas que c'est peut-être aussi la structure de son équipe qui, à un moment donné, était un petit peu vacillant. Vous, forcément, c'est le côté administratif et le côté terrain qui ont un lien forcément. Mais ça peut jouer négativement. Je ne sais pas où l'équipe peut jouer négativement sur l'équipe du Sénégal. Là où on parle d'organisation, et également, vous dites que non, bon, c'est pas ça aussi. C'est un professionnel, M. Magat. Ah oui? Monsieur est un professionnel. C'est vrai que sa situation administrative n'était pas réglée avant qu'il aille au mondial, mais ça reste un professionnel. Ça peut pas jouer? Je n'ai pas dit que ça ne peut pas jouer. J'ai dit que c'est un professionnel. Donc, il fait d'abord, dans un premier temps, il fait fi de ça. Pourquoi? Parce qu'on joue pour la nation et on porte le maillot de son équipe nationale. Donc, ces problèmes administratifs, il les met de côté. Il va les régler en temps voulu. Mais à mon avis, ça n'a pas pesé dans le choix tactique qu'il a mis en place, dans le choix des joueurs qu'il a alignés sur le terrain. Si on a envie de faire un parallèle par rapport à ça, je dis qu'on n'a pas une bonne vision. Et moi, cette vision-là, je la mets en faire le parallèle à mon cher Noël Boli. Monsieur, je vous dis non. C'est votre avis, effectivement, de botter ça en touche. Je vous dis non, voilà. Parce que ça reste encore un professionnel. Et son problème, c'est de régler les problèmes du pays. Son problème personnel, il va le régler dans un 2e temps. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. On est patriote ou on l'est pas. On est patriote ou on l'est pas. Ça a été le cas pour la Quand la famille n'a point d'oreille. Quand on l'a fait, on ne peut pas faire... S'il vous plaît, mon cher Amégué, vous aurez donc le temps de donner la suite de votre proverbe. Je vous en prie. Si étant dit, nous allons prendre effectivement l'avis de M. Nzoué. Non, mais je suis africain. Oui, M. Nzoué, vous êtes au bout de la ligne. Nous vous écoutons. Vous appelez, s'il vous plaît? De Bongwanou, oui. Ah, de Bongwanou. Ah, notre ami de Bongwanou. Oui, salut à vous, mon cher Nzoué. Alors, nous vous écoutons sur la question. Les équipes africaines sont victimes du manque d'organisation du football local au niveau du continent. Je vais faire le développement suivant. Je veux dire que toutes les équipes qui gagnent les compétitions, là, c'est une affaire d'abord de génération de joueurs. Si vous avez une bonne génération de joueurs, c'est bien dit ça. Une génération de bons joueurs, avec un bon encadreur, ça vous permet de gagner les trophées. Ça a été le cas pour tous les pays même du monde. Même les équipes africaines sont pas allées prendre la coupe, sont allées suffisamment loin parce qu'ils avaient une bonne génération de joueurs. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous, à Côte d'Ivoire, nous avions une bonne génération de joueurs cette année. Le Maroc a une bonne génération de joueurs cette année. La différence, c'est jouer sur une affaire d'encadrement. Maintenant, quand l'encadreur n'a pas le profil qu'il faut, en international, comme les joueurs, les Yann ou tout ça, il est question que l'encadreur vienne chercher les joueurs sur le championnat national. C'est à ce moment qu'il y a problème. Parce que notre championnat était bien nulé. Je suis convaincu que l'avance qui nous a manqué, aller aux États-Unis, là, on l'aurait trouvé dans notre championnat. Donc, tous les facteurs sont utiles. Il faut que le championnat soit bien organisé pour que nous puissions aller loin. Parce que si nous n'avons pas le profil du joueur qu'il nous faut parmi les joueurs internationaux, on peut les prendre le pays. C'est comme ça qu'on peut aller loin. Et c'est comme ça que tout le monde fait. Très bien. Voilà. Merci à vous, mon cher joueur depuis Bongwanou. D'ailleurs, on salue tous les amis du côté donc, de Bongwanou. Alors, c'est sur ça, mon cher Megueyi. C'est vrai que, bon, voilà, on a été éliminés, les pays africains, bon, je pense que la Côte d'Ivoire, évidemment, et puis, bon, quelques nations africaines qu'on a vues lors de ce mondial. Mais venir dire que là, ça a brouté clairement sur le côté organisationnel, que c'est pour cela que bon, ces équipes-là se sont éliminées et tout ça. Alors qu'on a tous vu les mêmes matchs, hein, mon cher Megueyi. Tout à l'heure, je vous ai posé la question que ça se jouait à ça, à peu près. Voilà, on aurait dû peut-être placer 4-5 en 8e de finale. Donc l'un dans l'autre, on ne peut pas seulement venir se cacher derrière le manque d'organisation du football local. Alors que les présidents des fédérations ont mis les moyens pour toutes... et les nations, bien sûr, l'État de toutes ces nations ont mis les moyens pour toutes ces nations au niveau du mondial. Donc on ne peut pas parler d'organisation et tout ça, mon cher Megueyi. Comment on appelle ça, Magat? Oui. Quand vous voyez dans certaines équipes africaines, la façon de jouer, de mouiller le maillot de certains joueurs,
de certains binationaux et la façon de mouiller le maillot de certains joueurs qui viennent du socle local, ce n'est pas la même chose. Dans cette équipe ivoirienne, on a vu... Mais ce que vous dites, c'est assez grave, mon cher Amégué. Oui, absolument. Porter des accusations, là. Non, c'est assez grave. Où est-ce que vous voulez en venir? J'ai fini. Oui. J'ai dit, et je répète, il y a la fibre patriotique. Et il y a certains joueurs... Non, mais il ne faut pas déterminer ça par rapport à la nationalité, M. Amégué. Non, soyez pertinent dans ce que vous dites. Amégué, s'il vous plaît, on va s'arrêter. Vous avez fini. On va s'arrêter à ça, s'il vous plaît, d'accord? Là, le chemin que vous appartenez, là, vraiment, ça devient hyper dangereux pour tout le monde. On ne va pas aller sur fibre patriotique. Je pense que tous les joueurs qui sont là, qui portent le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire pour les nations africaines, aiment bien aussi les nations d'origine. Voilà que la nationalité sportive ou la nationalité de naissance, pour certains qu'ils ont pu avoir dans d'autres pays, on va fermer la parenthèse. Mais je pense que les joueurs qui viennent à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aiment bien l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils mouillent le maillot. On a dû le voir, Sébastien Haller, c'est un binational. Il a planté un but en finale de CAN. Ça nous a donné la CAN qu'on a vue. On a vu beaucoup de joueurs aussi également. Vous avez vu tout ce qui s'est passé tout récemment au niveau donc, du mondial. Voilà, les binationaux qui sont venus également ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Je vous vois venir. Vous pouvez Yann Ange Boni et Eli Waye et tout ça. Heureusement que vous savez lire entre les lignes. Oui, mais ce n'est pas pareil. Heureusement que vous savez lire entre les lignes. C'était la première sélection. Ça n'a pas donné ce que ça a donné. On verra bien ce que ça a donné la prochaine fois. Alors, l'autre question également. Comment devenir compétitif au niveau des nations africaines? Vous me posez la question à moi? Oui, enfin, moi j'ai énuméré quand même quatre points importants. Hein. Oui. C'est d'abord investir durablement dans la formation des entraîneurs. Parce qu'effectivement, on va toujours les chercher un petit peu à l'extérieur, et puis dans la formation des jeunes, d'accord, parce qu'il faut quand même grandir. C'est là, je peux rejoindre un petit peu mon frère Amégué, même si vous voulez faire une sortie de route, on l'a rattrapé à temps. On l'a rattrapé à temps. Il me rejoint. Il a été rattrapé par la patrouille, c'est bien cela? Il a été rattrapé par la patrouille. Oui, et puis, il faut aussi améliorer la détection des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même des scouts qui sont quand même un peu plus performants. D'accord. Un peu plus performants. Parce que ce que Amégué oublie, c'est que vous savez, la plupart des joueurs, par exemple, de notre équipe nationale, 80% sont quand même issus de la base ivoirienne. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des binationaux. Hein. Ce sont des joueurs qui ont commencé à taper dans le ballon ici en Côte d'Ivoire. Non, pour dire qu'ils sont tous partis à l'extérieur, mais justement, c'est aussi par rapport au choix des hommes. C'est aussi par rapport au choix des hommes pour créer cette alchimie, pour créer une très bonne équipe, qu'on forme une très bonne équipe nationale. C'est vrai qu'on peut parler de l'organisation en d'autres cas et en d'autres termes, mais il faut aussi, comme a dit l'appelant tout à l'heure, il a vraiment vu juste, c'est aussi la spontanéité d'une très bonne génération. Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'on parle de tout, mais c'est aussi la qualité des joueurs qu'on a. Parce qu'à un moment donné, quand on a des joueurs d'une très bonne qualité, on peut quand même les réunir et former des bonnes équipes. Sur ça, mon cher Noël Boulé, on a vu la génération de Didier Drogba ici en 2000. Mais il a manqué autre chose. Là-bas, ça va faire encore l'objet d'un autre débat, mais il a manqué autre chose. Donc la génération seule ne suffit pas. Juste vous dire que la bien sûr, mais je veux dire, c'est un élément en plus qui est peut-être même, détonateur. D'accord, très bien. Allons-y. Comment devenir compétitif pour les nations africaines? Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par la base. La base, c'est quoi? Il faut que nos différentes fédérations sportives soient bien structurées et bien organisées. Deuxième des choses, si nos fédérations sportives sont bien structurées, il faut former nos jeunes gens ici. Il faut mettre un point d'honneur à la formation. Je le dis et je le redis. Et l'exemple palpable, c'est la bonne école française. La France, c'est un pays qui forme bien ses joueurs. Et ces joueurs de la France, ils se sont expatriés ailleurs et ils sont venus donner cette expérience. Et la France on en a ici la formation. Oui, la Mimouza est un bon élève aussi également. J'insiste pour dire, bonne professionnalisation des fédérations sportives, bonne formation de nos joueurs sur place ici. Et comme ça, on n'aura pas à courir derrière les joueurs, derrière certains athlètes qui échouent aux portes des pays européens et au dernier moment, ils se rabattent sur les équipes africaines parce que... Mais il y a eu pas mal au Maroc. Hein. Il y a eu pas mal au Maroc qui est cité pour exemple. Il y a eu pas mal au Maroc. Hein. Ils sont aujourd'hui en quart de finale de Coupe du Monde. Je dénonce cela parce que c'est au dernier moment qu'ils viennent au pied levé dans les équipes parce qu'ils ont échoué. Pourtant, ils ont une très bonne organisation au Maroc. Hein. Une bonne professionnalisation des fédérations sportives, une très bonne formation. Et puis pour vous rejoindre,
Bouin des Rafa, les joueurs. Sur ce plateau, il faut une bonne formation. C'est pas fait pour nous Au plaire, niveau- ça. Hein? Mais vous savez, il faut- au Maroc, il y a un joueur parce comme que- Boadi, qui est un joueur S'il vous comme plaît, Boadi s'il vous plaît. aujourd'hui, qui Alors- est une pépite, hein, qui est absolument. regretté par toute la S'il vous plaît, Fédération s'il vous française de plaît, football, mais qui joue Donc, pour je le finis, Maroc. je chute. J'ai une question pour vous rapidement, cher monsieur. J'ai fini, Oui, je on chute. termine, on termine. Quand je vois... Oui. Je savais qu'il allait me rejoindre. Quand je vois, c'est un seul point, juste un petit point. Rapidement. Quand je vois Magad, quand je vois un peu l'enchaînement au niveau du Maroc, le Maroc Regragui est parti et qui vient derrière, lui qui lance au Mohamed Ouabi. Même ça veut dire que quelque part, ils ont une bonne formation. D'accord, très bien. Alors, n'est-ce pas aussi également, là, personne n'a parlé de ça aussi également durant cette émission, qu'il faut préparer nos équipes mentalement? Ah, l'aspect, la gestion émotionnelle, Oui. elle est importante au plus haut niveau. La gestion, mais bon, si vous voulez, on se dit que comme c'est quand même... Rendre les nations africaines compétitives. Non, on se dit quand même, comme c'est des... comme c'est quand même des professionnels, donc c'est peut-être des formations qui suivent déjà dans leur club. Effectivement, on a peut-être négligé un petit peu cet aspect-là. C'est vrai qu'au plus haut niveau, la gestion émotionnelle, on doit mettre vraiment l'accent là-dessus, parce que deux fois, malheureusement, ça nous fait faire quelques petites erreurs de déconcentration qui sont fatales pour nous. Je suis d'accord avec vous, M. Bagat, la gestion émotionnelle, non, c'est vrai, la gestion émotionnelle, on doit mettre l'accent dessus. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je le dis et je le répète, mon cher Magad, il faut qu'on fasse une bonne formation sur le plan local dans tous les pays africains pour éviter de courir derrière des binationaux qui sont toujours à cheval sur deux nationalités. Est-ce qu'au dernier moment, je le dis, et qui sont au dernier moment, Allons-y, il faut s'appuyer, s'il vous plaît. il faut s'appuyer sur l'expertise locale. Très bien, on vous a compris. Derrière des gens. Allons-y Au dernier moment, avec vos conclusions dans les 30 secondes. ce que je veux dire, je pense que les pays africains ont beaucoup à faire dans les différents staffs techniques parce qu'il manque ce petit ingrédient local-là. Il faut que les pays africains apprennent à être bien structurés sur le plan local. Et bien sûr, si on est bien structuré, qu'on est bien formé, on aura une bonne base ici, dans les pays africains, et on pourra donc rivaliser pour éviter de perdre des matchs dans les dernières secondes. Et malheureusement, c'est répétitif. Bravo au Maroc qui, je pense, va arriver très très loin. Allons-y. Oui, enfin moi j'ai répondu non parce que j'ai estimé que c'était plutôt, si on a échoué, c'était plutôt dû aux erreurs tactiques, au manque de réalisme et à la mauvaise gestion des matchs à élimination directe. Effectivement, on peut parler 150 ans de l'organisation qui bien sûr est un fait, hein, mais dans la question donnée, elle avait strictement rien à voir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on trouve quand même des joueurs qui répondent favorablement au jeu du plus haut niveau. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué, nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est notre réalisme. L'UT était ça. Le temps que vous parti est terminé. Gardez le reste pour la route, mon cher Noël Bouli. Très malheureusement. Les champions du mondial, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Le débat continue sur les différents canaux, notamment sur la page Facebook officielle de la 3. Dites-le nous en commentaire qui a été le plus convaincant entre Noël Bouli et l'ami Emege. Merci à vous, Emege. Merci à vous. Merci, Magat. Noël Bouli. Merci à tous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Il y avait donc à la réalisation Mme Kadi Kone Sanogo et puis il y avait donc à l'édition Guy Serge Cadio. Les champions du mondial continuent sur les antennes de la 3. Allez, salut.